Bonjour tout le monde, bienvenue à Méli-Mélo. Vous savez, aujourd'hui, un sujet très spécial, la dépression saisonnière. Vous savez, le retour à l'heure d'hiver marque pour plusieurs une période difficile. Comment en reconnaître les symptômes? Ce sera cette question qui sera abordée dans quelques instants avec la pharmacienne Myriam Tremblay. Myriam qui est aussi propriétaire de la pharmacie Brunet Plus aux Escoumins et de la pharmacie Brunet à Sacré-Cœur. Il sera aussi question dans un deuxième temps de la gestion de vos matières résiduelles. Vous savez, il y a une campagne de sensibilisation, d'éducation et d'information qui a eu lieu l'été dernier sur le territoire compris entre Colombier et Tadoussac. Nous en parlerons avec le chargé de projet en environnement, David Loranger-King. Restez là, on accueille notre première invitée tout de suite après la pause. La dépression saisonnière vous affecte-t-elle? Quelles sont les causes? Comment la reconnaître? Est-ce qu'il existe des traitements? La pharmacienne Myriam Tremblay est avec nous pour répondre à toutes ces questions. Bonjour Myriam. Bonjour Sonia. Qu'est-ce que c'est tout d'abord la dépression saisonnière? La dépression saisonnière, ça ressemble beaucoup à la dépression majeure, à l'exception que c'est une dépression qui est plutôt cyclique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes dépressives qui vont être à l'automne et à l'hiver, qui commencent généralement au mois d'octobre et qui va se terminer au mois d'avril quand le beau temps arrive. Qui peut être affecté justement par cette dépression? Au Canada, on a en moyenne environ 2 % des gens qui pourraient souffrir de dépression saisonnière, ce qui est quand même beaucoup. Principalement chez les jeunes adultes, on va revoir la dépression saisonnière et les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes dans ce cas-là. Oui, bon, ça affecte un grand nombre de personnes, comme on peut voir. Est-ce qu'il est possible maintenant, en tant que citoyen, en tant que personne, de reconnaître rapidement les symptômes? Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est des symptômes qui ressemblent beaucoup à la dépression qu'on connaît. Cependant, à la différence près que les personnes qui vont être en dépression saisonnière vont avoir des états de sommeil prolongés, donc vont dormir plus longtemps, vont avoir souvent une augmentation au niveau de l'appétit et un gain de poids qu'on voit plus ou moins souvent avec les cas de dépression normale, si on veut. Baisse d'énergie, j'imagine? Oui, également. tous les autres facteurs ou effets secondaires qu'on va voir au niveau de la dépression peuvent être là, la fatigue, le manque d'envie, le manque de plaisir et tout ça. C'est tous des facteurs qui peuvent aussi être présents dans la dépression saisonnière. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres? Les femmes, comme je disais tout à l'heure, les femmes entre 20 et 30 ans, souvent, c'est la période plus critique où on va avoir une première épisode de dépression saisonnière. Mais par exemple, si on a des... Est-ce que ça peut être un facteur héréditaire? Si on a des parents ou encore des grands-parents qui souffrent de dépression, est-ce qu'on peut être plus à risque qu'une autre personne? Il y a certaines études qui ont été faites qui ont montré qu'il y aurait peut-être un lien génétique, donc au niveau de la famille. Si on a de la famille, on serait peut-être plus à risque, mais il n'y a rien de démontré à 100 % là, au niveau de la génétique. C'est sûr que les gens, on dit aussi qu'étant donné qu'on vit dans un coin de pays plus nordique, les journées sont plus courtes, on pourrait peut-être être plus à risque de souffrir de dépression saisonnière. Si je fais le comparatif avec les États-Unis, on parlait par exemple de 2 % à peu près au Canada. Aux États-Unis, on baisse à 0,5 %. Donc, on voit que juste par l'intensité du soleil puis les saisons, on voit une différence là, au niveau des statistiques. Plusieurs appellent ça aussi le blues de l'hiver. On sait qu'avec le changement d'heure, il y a moins de lumière, moins de luminosité. Ça entre en ligne de compte, évidemment. Est-ce qu'on peut prévenir maintenant la dépression saisonnière? Je sais qu'il existe des traitements, mais avant d'en venir justement au traitement, est-ce qu'on peut faire quelque chose avant? Bien, c'est certain qu'on va recommander aux gens d'aller beaucoup à l'extérieur. Lorsqu'on fait des activités physiques, d'essayer de prioriser les activités extérieures pour essayer d'accumuler de la lumière. Mais mis à part ça, c'est vraiment une question d'apprendre à se connaître puis d'apprendre à surveiller les symptômes. Est-ce que le fait de surveiller son alimentation, manger beaucoup d'oméga 3, est-ce que ça peut avoir un effet ou c'est surtout... Ça ne peut pas nuire, c'est certain, mais il n'y a rien qui a montré que ça pouvait avoir un effet vraiment là, protecteur. Bon, mais là, il y a quand même des personnes qui ont un travail, puis entrent très tôt le matin et terminent très tard le soir. Et on sait très bien qu'en période automnale ou encore hivernale, l'effet soleil, la luminosité diminue de jour en jour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il existe aussi d'autres choses pour nous aider justement à passer à travers ce blues de l'hiver. Exactement. Il y a 2 traitements, je vous dirais, qui sont recommandés. On parle beaucoup de la luminothérapie,
qui est l'exposition à des lampes comme celle-ci de luminothérapie, et évidemment la thérapie médicamenteuse. La thérapie médicamenteuse, c'est sur le même principe, les mêmes algorithmes de traitement qu'une dépression majeure. Donc, c'est vraiment les mêmes médicaments qu'on va utiliser. La luminothérapie est très intéressante. C'est un premier choix là, au niveau du traitement de la dépression saisonnière. Oui, là, tu as apporté justement un échantillon avec toi. Alors, oui. Ça n'a pas l'air très, très compliqué. Comment ça fonctionne? J'aimerais ça que tu nous donnes un genre de petit cours parce que ça va être bien intéressant. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont justement se procurer ce genre de lampe ou encore, tu pourras nous dire que c'est même possible de louer cette lampe de luminothérapie. Alors, ça fonctionne comment? Oui. Tout à l'heure, vous disiez que vous parliez du blues de l'hiver et tout ça. Il y a vraiment une distinction à faire entre le blues de l'hiver et les dépressions saisonnières. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir le blues l'hiver, mais lorsqu'on a des symptômes plus profonds, lorsque ça devient vraiment trop intense, c'est là qu'on parle de dépression saisonnière et c'est là qu'on va utiliser ce genre de lampe-là. Une dépression saisonnière aussi, c'est diagnostiqué quand ça arrive à peu près au moins 2 années en ligne. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va diagnostiquer du premier coup non plus. C'est ça, donc c'est récurrent. C'est récurrent, ça revient tout le temps. Donc, si on répond à tous ces critères-là, la lampe de luminothérapie est très intéressante. Lorsqu'on décide d'acheter ou de louer une lampe de luminothérapie, il y a plusieurs facteurs qu'il faut évaluer aussi. Comme par exemple? Comme par exemple le degré de longueur d'onde que la lumière va nous donner. On mesure ça en luxe. Donc, si quelqu'un magasine un peu des lampes, ils vont parler de luxe. Donc, ce qu'on recommande le plus, c'est un 10 000 luxe. Juste pour vous donner une idée, dans un bureau ou dans un espace de travail, on va avoir à peu près 500 luxe. Donc, c'est quand même une grosse intensité au niveau de la lumière. Il faut savoir aussi la distance à laquelle il faut se positionner au niveau de la lumière. Quelle est cette distance? Environ comme je suis à peu près au niveau de la lumière, c'est quand même considérable. Le temps d'exposition qu'on doit s'exposer, dépendamment du nombre de luxe, on va avoir un temps particulier là, d'exposition. C'est combien l'exposition? Avec une lampe de 10 000 luxe comme ça, on va devoir s'exposer 30 minutes. Pas plus? Pas plus. Parce que si c'est plus, ça pourrait être dommageable? Pas vraiment, c'est suffisant. Okay. Puis, il faut se dire que les gens qui sont en dépression saisonnière n'ont pas nécessairement toujours le goût de venir s'exposer à une lampe pendant une demi-heure de temps. Donc, c'est quand même un court temps, un court laps de temps pour une bonne intensité de lumière. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On la regarde droit dans les yeux? Pas nécessairement non plus. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire, il faut la prendre le matin. Ça, c'est très important. On recommande le matin. Pourquoi? Parce que elle va stimuler une énergie, si on veut, ou une excitation, si on veut, de jour. Donc, si on la prend plus tard dans la journée, bien, on peut avoir des problèmes d'insomnie, ce qui c'est pas ce qu'on cherche. Donc, toujours le matin. Et donc, c'est ça. Oui, on sait que ça touche plus les femmes que les hommes, oui. Mais est-ce que ça touche aussi même à l'occasion les enfants? Est-ce que les enfants pourraient à la limite s'en servir aussi ou les adolescents? À la limite, il n'y aurait pas vraiment de problème. Tantôt, tu parlais de la regarder dans les yeux et tout ça. En autant que ce n'est pas en lancer directement dans les yeux. Il faut qu'on voit la lumière, par exemple, parce que tous les stimuli au niveau cérébral, ça passe par les yeux quand on parle de la lumière. Donc, c'est important qu'on ait les yeux ouverts. Donc, il ne faut pas se mettre dos à la lumière. On parlait des fois des principes qui nous réveillaient le matin avec une luminothérapie. Mais si on a les yeux fermés, on n'aura pas l'impact ou l'effet qu'on va avoir de la lumière non plus. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, travailler en ayant cette lumière à côté de nous? Oui, exactement. L'important, c'est que la lumière se rende à nos yeux et on peut vaquer à nos occupations tant qu'on est à la distance normale. Puis cette distance-là et ce temps d'exposition-là va varier d'une personne à l'autre, dépendamment des symptômes puis du degré de En effet, comme tu le disais tout à l'heure, 30 minutes, c'est suffisant. Exact. Et là, je serais curieuse de savoir, parce que oui, c'est sûr et certain que pour une personne qui est aux prises avec la dépression saisonnière, parce que comme tu le disais, pour qu'on qualifie, on diagnostique dépression saisonnière, il faut que ça soit récurrent, il faut que ça revienne sur plusieurs années, soit qu'on puisse prendre la décision de s'en procurer une lumière comme ça, une lampe de luminothérapie, ou encore, c'est possible de la louer. Et ces lampes-là, est-ce que c'est disponible à quel endroit ici en Haute-Côte-Nord? Bien, nous, on les loue à la pharmacie. Les pharmacies Brunet ont des lampes de luminothérapie, donc ça, c'est possible de la louer à ce moment-là. Est-ce que vous en vendez aussi? On en vend aussi. On en vend sur commande. Il y en a en magasin également. Donc, c'est des produits qui sont quand même facilement accessibles, sauf qu'il faut faire attention parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des critères importants. Puis, c'est un traitement qui est très rapide aussi. Si on le compare, par exemple, aux médicaments qui peut prendre des fois 3 à 4 semaines avant d'avoir un effet, la luminothérapie va prendre 3 à 5 jours avant qu'on puisse voir une différence. Donc, c'est quand même très rapide. Au bout du compte, on va avoir le même degré d'efficacité, sauf que c'est plus rapide et plus facile à tolérer aussi. Oui, en effet. Et est-ce que c'est un traitement, par exemple,
exemple, la lumiothérapie que l'on poursuit pendant tout le reste de l'hiver, jusqu'à l'arrivée du printemps? Exactement. Oui, jusqu'à l'arrivée du printemps, et on peut arrêter abruptement le traitement, il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'on peut combiner les deux, luminothérapie et traitements médicaux, par exemple? Tout à fait. On peut il n'y a aucun problème, aucun effet secondaire non plus. L'effet secondaire des médicaments, des fois, peut apparaître, mais généralement, c'est quand même léger. Oui, sinon, donc c'est encourageant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont aux prises avec ça. Et il est possible de faire quelque chose, tout à fait. De retrouver son entrain. Exactement, oui. Alors, Myriam, ce fut un plaisir. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Et on vous rappelle que si vous êtes intéressé à louer justement cette belle petite lampe de lumiothérapie, vous pouvez le faire en communiquant avec Myriam à la pharmacie. Est-ce que tu nous laisses tes coordonnées en terminant? Bien sûr, à la pharmacie Brunet plus aux Escoumins au 418-233-2567. Merci beaucoup, Myriam. Restez là tout de suite après la pause. On vous parle de recyclage en compagnie du chargé de projet en environnement à la MRC Haute-Côte-Nord, David Loranger-King. Restez là. David Loranger-King, chargé de projet en environnement à la MRC Haute-Côte-Nord, est là dans nos studios pour nous parler du bilan de la dernière campagne de sensibilisation, d'information et d'éducation concernant la gestion de nos matières résiduelles. Nous l'avons en studio. David, bonjour. Bonjour. Alors, faut-il rappeler dans un premier temps pourquoi s'est déroulée justement sur notre territoire de la Haute-Côte-Nord cette campagne d'information? Bien, c'est-à-dire que dans le cadre de notre plan de gestion des matières résiduelles, on avait un axe qui était au niveau de la sensibilisation pour permettre d'augmenter la quantité et la qualité de matières récupérées pour donc améliorer la performance environnementale en fait des citoyens de la MRC. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a tenu la campagne de sensibilisation. Puis, c'est une campagne qui s'étend aussi à la grandeur de toute l'Est du Québec. À qui s'adressait justement cette campagne de sensibilisation qui s'est déroulée sous la forme d'un porte-à-porte avec les enviroconseillers? Bien, la campagne s'adressait à tous les citoyens de la Haute-Côte-Nord et aussi à tous les commerces. Donc, on ne faisait pas la distinction cette année entre les usagers de type commercial résidentiel. Notre but, c'était vraiment de cibler, dans le fond, là, les endroits où il y avait des problématiques qui étaient principalement observables. Puis, on a procédé par les collectes de camions d'ordures et de recyclage. Bon, l'heure est au bilan. Concrètement, en chiffres, vous allez un petit peu nous dire qu'est-ce que ça a donné, combien de commerçants, de résidents ont été visités et vous avez remis surtout combien de billets, non pas d'infraction, mais de courtoisie. Exactement. C'est des billets de courtoisie. Ça, il faut bien le dire parce que les gens sont toujours un peu nerveux là, quand ils voient les enviroconseillers, mais il faut vraiment là, le mentionner. Nous, on est là pour aider, en fait, les citoyens. Pour informer et éduquer les gens. Exactement, dans le cadre de la campagne. Et puis, donc, c'est des billets de courtoisie. On a observé plus de 6000 bacs sur les collectes d'ordures et de recyclage. De ce nombre, on a identifié 960, dans le fond, cas qui sont peut-être un peu plus problématiques que les autres, là, prioritairement. Donc, on a émis des billets de courtoisie pour aider les gens avec le tri des matières. Oui. Et là, je serais curieuse de savoir, parmi les problématiques, qu'est-ce qui revenait le plus souvent? Bien, les problématiques, évidemment, les plus récurrentes, finalement, c'est au niveau du recyclage dans les ordures, mais c'est aussi au niveau de la qualité du recyclage, donc du styromousse qui revenait fréquemment. Aussi, lorsqu'on constatait qu'il y avait des résidus verts qu'on appelle dans les ordures, bien, on pouvait mentionner aux gens de s'intéresser au compostage domestique parce que dans leur cas, ça pouvait faire une bonne source d'engrais puis une bonne réduction du volume. Ça, c'est les problématiques principales. On remarque aussi souvent des contenants de résidus domestiques dangereux vides dans le recyclage. Alors ça, c'est important d'aller les porter aux dépôts municipaux. Et lorsqu'on remettait ces billets de courtoisie, c'est lorsque l'enviroconseiller n'était pas capable de s'adresser directement à la personne, soit parce que l'occupant de la résidence ou du commerce était absent ou autre? Bien, c'est-à-dire que le billet de courtoisie a été remis dans 350 cas en personne et pour le reste, il a été remis seulement à la porte. Donc, des billets de courtoisie qui ont été distribués, il y en a quand même plus d'un tiers qui ont été donnés en main propre. À ce moment-là, le citoyen ou le commerçant avait la possibilité d'interagir avec l'enviroconseiller puis de lui poser des questions en direct. Et donc, de pouvoir peut-être comprendre là, de façon vraiment approfondie là, les solutions qui s'offraient à lui. Malheureusement, quand les gens n'étaient pas là, on ne pouvait pas là, répondre aux questions, mais on avait quand même beaucoup d'informations sur le billet de courtoisie
qui permettait là, de s'orienter plus facilement. Oui, en effet, l'objectif ultime, comme tu le disais tout à l'heure en guise d'introduction pour la MRC au Côte-Nord, c'est faire en sorte qu'on arrive à mieux gérer nos poubelles, à recycler davantage, que ce soit au niveau, oui, de notre bac bleu, mais aussi de nos déchets, nos matières résiduelles, parce qu'il y a encore beaucoup trop, on ne se le cache pas, David, il y a encore beaucoup trop de matières qu'on pourrait justement soit recycler, comme nos matières compostables, qui sont enfouies dans nos sites d'enfouissement. Exactement, exactement. Il y a beaucoup de matières. Je veux dire, on peut quand même se féliciter que beaucoup de gens qui participent à la collecte, malheureusement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On estime, selon des chiffres qui sont disponibles au niveau de Recyc Québec et à la MRC, qu'il y a peut-être un 500 à 1000 tonnes de recyclage additionnel qu'on peut aller chercher là, dans les ordures, puis peut-être même le même genre de quantité, dans le fond, qui pourrait être composté. Oui. Ça, c'est seulement en changeant des habitudes de vie simples. Donc, c'est pas des majeurs comme changement, puis ça permettrait d'améliorer grandement le bilan. Mais est-ce qu'on est encore loin des objectifs fixés par le gouvernement, le ministère? C'est-à-dire qu'on est encore loin des objectifs fixés dans le sens où l'objectif fixé du gouvernement est de 70 Dans la région, on est autour de 54 Par contre, si on se compare à l'ensemble du Québec, on est comparable. Je lisais des statistiques là, dernièrement pour la région de Québec qui disaient qu'eux, ils sont un peu en régression, alors que nous, ça progresse constamment. Donc, de ce côté-là, on voit qu'il y a une progression qui est intéressante puis qui nous porte à croire qu'on se dirige vers ces objectifs-là, mais je pense que les objectifs au niveau québécois sont ambitieux. Oui. Et pour y atteindre, veut pas, à quelque part, pour atteindre ces objectifs qui sont quand même assez ambitieux, il faudra faire beaucoup plus d'efforts concernant le compostage aussi, parce que je sais qu'il y en a qui le pratiquent en Haute-Côte-Nord, mais il pourrait y avoir plus de gens qui fassent un petit effort justement pour faire en sorte qu'on recycle davantage et qu'on composte aussi. Absolument. Le compostage, c'est sûr que ça va être le prochain fer de lance, oui. si je peux me Gros permettre. Combat, oui, c'est ça, parce que vraiment, c'est un volume de déchets qui est important, qui est facile à valoriser d'une certaine façon, qui a un bon potentiel et que tout le monde, dans le fond, voit passer là, dans sa poubelle. Donc, ça va être quelque chose qui va probablement apporter des bons résultats, mais que on va s'attendre aussi, évidemment, à ce que les gens fassent du compostage domestique parce que c'est la façon la plus économe de gérer ces matières-là, mais aussi, éventuellement, il va falloir... on planche sur comment je dirais-je, le scénario d'avoir une collecte de compost à grande échelle qui permettrait de collecter tous les déchets organiques confondus, donc de permettre vraiment là, de ne rien échapper là, à cette matière-là. Et là, j'entends tout de suite les gens, lorsqu'on parle de recyclage, de matières résiduelles, de gestion de matières résiduelles, ils nous disent pas encore de poubelles. Mais à ce moment-là, faut-il rappeler que si on parle de gestion des matières résiduelles, si on parle de la gestion de nos poubelles, c'est parce qu'à chaque fois, il y a aussi des personnes qui chialent à chaque année à l'effet que leur compte de taxes augmente pour X raisons, dont, entre autres, en rapport avec la collecte des matières résiduelles. Et là, j'aimerais ça, une petite parenthèse en passant, puisqu'on parle de recyclage, justement, et de cette dernière campagne de sensibilisation et d'information. Au niveau économique, bien faire son travail en tant que citoyen, c'est sûr et certain qu'on vient moins nous en chercher dans nos poches quand c'est le temps d'établir un budget là, pour les poubelles, là, autrement dit. Exactement, exactement. Si on recycle et si on composte, ça finit au bout du compte que ça coûte moins cher sur l'ensemble du budget que d'enfouir ces matières-là. Le coût en ce moment qui est le plus élevé, c'est l'enfouissement. Ça nous en coûte, sans compter certains autres frais, 110 par tonne au bas mot, juste pour enfouir les matières. Ça ne comprend pas le coût de collecte, ça ne comprend pas le coût de gestion du système, c'est juste le coût d'enfouissement. On sait que les frais de traitement des matières recyclables sont subventionnés, donc c'est pratiquement zéro. Et dans le cas du compost, ben c'est pas encore clair combien ça va coûter, mais c'est sûr que c'est moins, parce qu'il y a effectivement aussi des subventions qui sont disponibles. Puis le coût de traitement en lui-même est moins onéreux que ce fameux 110 la tonne. Donc, ça se compare avantageusement. On a fait aussi des analyses au niveau de la MRC, puis on a constaté que
en prenant des statistiques moyennes, là, un chiffre moyen pour une personne qui ne recycle pas et qui ne composte pas, s'il se mettait à composter et recycler, il pourrait aller chercher jusqu'à 145 $ d'économie par personne. Fait que c'est quand même intéressant. Pour une famille de 4, par exemple, bien, ça se multiplie par 4. C'est sûr que les gens ne voient pas ça nécessairement directement dans leur poche, mais sur l'ensemble du budget, ça donne une idée que d'adopter les bons comportements, ça a une plus-value économique, puis que ça va se redistribuer sur l'ensemble des citoyens de la Haute-Côte-Nord. Oui, adopter des bons comportements, ce qu'on peut comprendre, c'est payant à moyen et long terme, là. Exactement. Puisqu'on parle justement de toute cette question, il y aura une semaine québécoise de réduction des déchets, vous savez, ça s'en vient. Et dans ton cas, David, tu vas participer justement, tu vas animer une série de discussions qui va précéder justement la projection d'un documentaire. C'est le 15 octobre prochain, qui ne va pas précéder, mais va suivre la projection d'un documentaire. Là, je te laisse le soin de nous en parler. Oui, donc effectivement, c'est le film qui est fait par le réalisateur Denis Blaquière, qui s'appelle « La poubelle province ». C'est un documentaire qui se veut un documentaire un peu choc sur la gestion des matières résiduelles au Québec. Il ne concerne pas nécessairement spécifiquement notre région, mais bien sur l'ensemble du Québec. Je pense que pour tous les citoyens qui s'intéressent de près ou de loin à ce dossier-là, c'est une bonne façon de voir un peu l'état du marché là, au niveau du Québec. Puis ce documentaire-là avance beaucoup de statistiques, de chiffres et d'hypothèses. Ça peut nous réveiller. Ça va nous permettre aussi d'animer une belle discussion, effectivement, après. Donc, on va pouvoir analyser ça, puis peut-être comparer ça un peu, mettre ça en perspective avec comment, pour notre région, ça se passe. Et c'est la projection de ce documentaire, ça a lieu, donc, comme je le disais, le 15 octobre prochain. À quelle heure et à quel endroit? Bien, on va projeter le film le 15 octobre, effectivement, à 19h, à la salle du conseil des bureaux de la MRC qui se situe au 26 rue de la Rivière, aux Escoumins. Donc, à partir de 19h, la projection va débuter. C'est un film qui dure environ 1h15, puis ensuite, on va jaser cochonnerie, comme disent certains. En souhaitant que cette projection de ce documentaire aura justement suscité des réactions et des questionnements. Absolument, oui. Exactement. David, pour les gens qui ne vivent pas sur la même planète que nous, est-ce qu'on peut toujours te rejoindre pour ceux qui ne savent pas que, bon, oui, on peut recycler les pneus à certains endroits pour les contenants de peinture, qu'on fait beaucoup d'efforts au niveau des municipalités pour instaurer certains sites, certains lieux, justement, de récupération, au niveau des matériaux de construction également. Est-ce qu'on peut avoir de l'information davantage? Parce que là, évidemment, le temps nous presse. On peut te rejoindre en tout temps, ton bureau? Bien, disons que le site de la MRC est une excellente source d'informations pour qu'est-ce qui est des aides-mémoires, les fréquences de collecte, les calendriers, ils s'y trouvent tout. En plus, on a ce qu'on appelle un coffre à outils du citoyen écologique qui donne vraiment beaucoup d'alternatives. Puis, sinon, effectivement, moi, je suis tout à fait joignable là, dans les heures de bureau au numéro de téléphone de la MRC. Donc, moi, ça fait plaisir de répondre aux questions des citoyens puis d'essayer de trouver des solutions. Des fois, il y a des cas particuliers qui... Comme par exemple, parmi les cas particuliers, est-ce qu'on a trouvé à certains endroits qu'il n'y avait pas assez de contenants, que ce soit au niveau... Parce qu'on sait que le tourisme augmente toujours d'année en année sur certains lieux touristiques, au niveau des commerces. Est-ce qu'on a trouvé qu'il n'y avait comme pas assez de contenants? Ou dans le cadre de la campagne? De la campagne? C'est pas nécessairement... La problématique au niveau du manque de contenants n'a pas nécessairement été identifiée, mais ce qu'on remarque, puis ça c'est vrai autant pour la région que pour l'ensemble de la province, c'est que plus le contenant est gros dans le fond, puis qui est partagé par un nombre important d'utilisateurs, moins le taux de récupération est bon en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti du rapport. Et puis, c'est quelque chose qu'on va regarder attentivement parce qu'on sait qu'on a différents types de conteneurs sur l'ensemble du territoire, puis ça vaut la peine de se questionner à savoir... s'il n'y aurait pas des alternatives plus intéressantes pour les coûts, mais aussi pour les taux de récupération. Eh bien, ce fut intéressant. Écoutez, vous savez, il y a encore beaucoup de chemin qui a été parcouru, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. On peut conclure là-dessus. Oui, absolument. C'est toujours stimulant de travailler dans ce domaine-là parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. C'est un domaine qui change très vite, de mois en mois, de semaine en semaine, à toute fin pratique. Donc, ça nous laisse être optimistes pour la suite. David Loranger-King, merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine, on vous parle de développement durable. Il sera également question de ce répertoire des services qui sera offert aux aînés de la Haute-Côte-Nord. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Au revoir.